One, two, one, two. Parlons vrai avec BNP Paribas. Vous faites un geste quand on assure une nouvelle voiture ? Et oui, chez BNP Paribas, vous obtenez 10% de réduction sur la première année de chaque contrat d'assurance supplémentaire. Eh bien, je vais assurer la voiture à pédale de ma fille. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. Assurance auto BNP Paribas assurée par Avansure. Information en agence et sur bnpparibas.net. Et grâce à Franck Ferrand, tous les jours sur Europe 1, nous apprenons à mieux connaître certaines grandes figures du passé. C'est une reine d'Angleterre à la réputation très sombre qu'il nous présente aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Très sombre. Les Britanniques l'ont surnommée Marie la sanglante, Bloody Mary, et l'on peut dire que son règne, très court, à peine plus de 5 ans, a laissé dans les mémoires un effroyable souvenir. C'est en effet une époque de grande dureté religieuse, certains disent de fanatisme, où les bûchers se multiplient à travers le pays. Pour autant, Marie Tudor, qui donc est la fille aînée du terrible Henri VIII, la sœur d'Élisabeth Ier, Marie mérite peut-être un peu moins sa sinistre réputation que ce qu'on a bien voulu dire. Vous allez voir qu'en vérité, la vérité, comme souvent, est plus nuancée. Alors je rappelle le déroulement de l'émission, si vous êtes d'accord Franck. Vous allez d'abord poser le décor et expliquer la situation en compagnie de 2 experts de cette période. Puis à 13h30, vous nous raconterez la fin tragique de Marie la sanglante avant de recevoir sa plus récente biographe. Il s'agit d'Isabelle Fernandez. Voilà, Julia, un beau programme, prometteur. Alors mettons le cap, si vous voulez, vers l'Angleterre de la Renaissance. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le grand peintre Holbein a su rendre à merveille les splendeurs un peu lourdes de la cour de l'ogre. Les boiseries très sculptées de rinceaux et de volutes, les dorures à foison, les soieries artistement brodées, les jeux d'ombre et de lumière, de drapés, de luisance et de reflets déformés dans les miroirs bombés, jeux que l'on devine graves et même sanglants derrière la splendeur affichée. C'est la cour inquiétante du redoutable Henri VIII, dépeinte sous un jour télégénique par la célèbre série des Tudors. Un lieu contrasté, fait d'intrigues et de rectitude, de plaisir et de lutte sourde, de règlements de compte et d'aspirations élevées, voire très élevées. Voilà le milieu dans lequel s'est épanouie, à moitié épanouie seulement, une plante ingrate nommée Marie. Le sort l'a fait naître dans cette cour à Greenwich, près de Londres, en lieu et place de l'héritier qu'attendait désespérément son père. Marie est la seule enfant survivante de la reine, Catherine d'Aragon, la première épouse du Barbe-Bleue anglais. Son adolescence est marquée profondément par la rupture douloureuse entre ses parents. Elle a 17 ans quand son père répudie sa mère sous le prétexte facile qu'elle avait été d'abord l'épouse de son propre frère aîné, Arthur. Marie avait été élevée par sa mère dans un catholicisme très strict, à l'espagnol évidemment. Elle est mortifiée de ce qui arrive entre ses parents. Elle souffre de partager l'exil de sa mère à Beaulieu, loin du roi Henri. Elle est alors dépossédée de ses droits et de ses titres, pour un temps seulement. Et suprême humiliation, on la rappelle à la cour pour assister à l'accouchement de la 2e épouse de son père, Anne Boleyn, dont le fils très attendu pourrait lui ravir sa place d'héritière du trône. Sauf que de nouveau, c'est une fille qui vient au monde, Élisabeth, la future Élisabeth Ier. Après la disgrâce, après l'exécution d'Anne Boleyn, une 3e épouse d'Henri VIII, la douce Jane Seymour, va faire tout ce qu'elle peut pour plaider en faveur de sa belle-fille Marie. Seulement en donnant finalement au roi le garçon qu'il attendait tant, Édouard, le futur Édouard VI, elle rétrograde de fait la fille aînée au 2e rang dans l'ordre de succession. Jane mourra des suites de cet accouchement. Alors Henri va se remarier et il se remariera encore 3 fois. Et c'est sa 6e et dernière épouse, Catherine Parr, qui va prendre sous son aile les 3 enfants du roi, Marie, Élisabeth et Édouard, ainsi que leur cousine, une petite Jane Grey, qui régnera plus tard pendant 9 journées avant que Marie ne la fasse arrêter et finalement exécuter. C'est un tableau étonnant que ces 3 prétendantes réunies un temps sous l'aile de Catherine Parr. Marie, à cette époque, est déjà âgée d'une 30aine d'années. Disons-le, c'est un peu déjà une vieille fille revêche. Malheureusement, pour l'image que la postérité garde d'elle, on peut dire que tous ces tableaux nous la dépeignent sévère, assez dure, fermée, disons.
Elisabeth est une jeune rousse éclatante en revanche. Elle a 13-14 ans. Jane Grey a 10 ans, comme le petit Édouard qui va devenir bientôt le roi à la mort d'Henri VIII en 1547. Le règne de cet enfant, Édouard, est marqué par 2 régences terribles, celle de Somerset qui consolide le protestantisme en Angleterre et puis celle de Warwick qui va intriguer ce Warwick contre Marie. Il va jusqu'à marier son fils à la fameuse Jane et il installera celle-ci sur le trône à la mort d'Édouard VI. Seulement voilà, maintenant Marie Tudor a 37 ans et elle ne va pas se laisser faire. J'ai résumé à grands traits tout ce qui va précéder le règne de Marie, puis ensuite on parlera d'Élisabeth un peu. Si vous voulez, maintenant nous allons entrer dans le détail en compagnie de mes invités. Pour votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec vos invités sur Europe 1, Bernard Cotterêts, qui est historien et angliciste, auteur notamment de La royauté au féminin, Élisabeth Ier d'Angleterre chez Fayard, et Liliane Crétet, qui est docteure en civilisation et littérature anglo-américaine, spécialiste du protestantisme à l'époque moderne et auteur quant à elle des Tudors chez Flammarion. Bonjour à vous deux, vous êtes des habitués de cette maison et de cette émission. Je suis ravi que nous puissions parler plus en détail du règne de d'abord de cette petite fille. Il faut dire que sa toute première jeunesse, son enfance, a été plutôt heureuse, Liliane Crétet. Oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, avec son père, elle s'entendait bien, que sa mère, elle était très proche. Et tout s'est écroulé au moment... Cette enfance heureuse, dirons-nous, s'est écroulée au moment de la grande affaire du roi, qui a duré quand même 6 ans, c'est-à-dire tout ce qu'il a cherché à faire pour se séparer de sa femme légalement. Et donc cette malheureuse Mary, ça lui a donné un caractère excessivement difficile, mais on le comprend, c'est tout d'un coup trouvé éliminé. Évidemment. Au point que à la cour, par exemple, on l'appelait plus que Lady Mary, alors qu'on appelait Elisabeth, qui était beaucoup plus jeune, la princesse Elisabeth. Oui. Et elle en a souffert affreusement. Mais ça a dû être pour elle... Tout s'est écroulé d'un coup. Tout à fait. Il faut dire que son éducation avait été très stricte. Elle avait été élevée de façon très catholique, évidemment, par cette mère aragonaise. Oui, oui, absolument. Et elle était très proche de sa mère. Mais il y a eu une chose, je crois, Bernard Cotterêts me confirmera, ou si ce n'est... Mais je me sens me souvenir que, après la séparation... Henri VIII a fait tout pour séparer Mary de sa mère. Donc vraiment, elle a été terriblement traumatisée dans sa jeunesse. Oui, moi je crois qu'il y a une formule que l'on peut utiliser pour caractériser le règne d'Henri VIII et d'autres encore évidemment du XVIe siècle, en France aussi. C'est la formule que j'ai utilisée dans mon histoire de l'Angleterre de loi phallique. Non pas loi salique, mais loi phallique. C'est très joli. Merci Liliane. Et je tiens à cette formule parce que effectivement... Je suis sûr qu'on va la retenir facilement. Oui, ça fait tout de suite image, mais effectivement, c'est une société dans laquelle il y a très peu de place pour les femmes, et les filles royales y compris, et elles servent essentiellement de monnaie d'échange dans les transactions diplomatiques et dans les accords internationaux. Et donc les femmes non seulement doivent être belles et se taire, mais en plus elles doivent obéir au doigt et à l'œil au pater familias. Et même illégitimes, elles avaient encore de la valeur sur le marché aux princesses. Elles étaient quand même, pas aussi importantes, mais quand même. Un peu démonétisées, mais un peu démonétisé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment de la séparation d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, il y a aussi un changement de religion en Angleterre. Et pour cette jeune fille, elle a donc 16-17 ans à ce moment-là, qui déjà se voit dépossédée de ses titres, de son statut, de son rang, qui voit ses parents séparés, il faut aussi accepter le fait que son père devienne le porte-enseigne d'une atteinte à la religion catholique dans laquelle elle a été élevée quand même. Je pense que c'était le plus dur pour elle. Oui. Parce qu'elle avait un espèce de fanatisme religieux par rapport aux Anglais qui n'ont jamais été fanatiques en matière de religion. Ils ont toujours été modérément catholiques et modérément protestants. Vous savez, la grande formule pour les Anglais, c'est business as usual. C'est-à-dire on continue les affaires. Oui, ça c'est pour eux, c'est l'essentiel. On va dire. Et dès cette époque, dès le XVIe siècle et même avant en fait. Oui. Alors, l'accès au trône de Marie se fait dans des conditions difficiles, parce qu'on a bien compris qu'à la mort d'Henri VIII, c'est le petit garçon, c'est Édouard qui devient le roi, donc tout jeune roi, Édouard VI. C'est la loi phallique. On y est toujours. Donc, cette double régence, enfin, il y a d'abord l'importance, le pouvoir de Somerset, puis cette montée en puissance des Warwick, et
Warwick va marier son fils à une cousine des deux, là, de Marie et d'Élisabeth, Jane Grey. place sur le trône, la petite Jane Grey. Elle va régner 9 jours seulement. Voilà, Liliane Crotty. pauvre. Et en plus, elle ne voulait même pas de cela. Elle était aussi, comme disait Bernard Cotteret, elle était un pion. On l'a décidé de la mettre sur le trône. Et elle l'a payé par la vie. Parce que Marie a quand même des partisans, il faut le Ah dire. oui. Oui, Marie a des partisans et je veux dire qu'elle a d'autant plus de partisans que les Anglais restent obsédés pendant tout le XVIe siècle par cette terrible crise du XVe qui avait été la guerre des deux roses et qu'il faut surtout de la stabilité dans le pays. La donc, guerre entre les York et les Lancaster. Entre les deux maisons. Et donc, effectivement, même si l'idée de royauté féminine répugne à la majorité des Anglais au XVIe siècle, ça c'est une dimension qu'on oublie trop souvent, eh bien il vaut mieux encore la stabilité que le désordre. Donc le premier acte de Marie en tant que souveraine, c'est de faire arrêter l'usurpatrice en quelque sorte. Oui, il faut voir aussi, il y a eu, au moment de son accession, il y avait eu déjà une révolte en plus du fils, je crois, du poète Wyatt, et avec 400 ou 500 personnes, ils ont Wyatt, payé de leur comme vie. nous disons nous. Hein. Comment vous dites Wyatt. Pour les gens, oui. Non, mais vous avez raison, mais c'est pour que tout le monde voit de qui l'on parle. Et qui s'est révolté, et ils ont brandi, on peut dire, un étendard, celui d'Élisabeth. Donc là, il y a eu en plus une prise de position très dure. Et on dit quand son mari, quand elle sera mariée, que Philippe II avait beaucoup modéré, contrairement à ce que l'on pense, il avait modéré sa femme en faveur justement d'Élisabeth pour pas qu'on lui coupe la tête aussi. Alors justement, nous allons voir ce qu'a été ce règne court mais réputé sanglant de Marie Tudor. Coronation Banquet, extrait de la bande originale du film de Shekhar Kapoor, Elizabeth, avec notamment Cate Blanchett. Oui, qui était un très beau film. Enfin, c'est un film en 2 parties. Il y a 2 films en réalité. Il y en aura un troisième. Et il y en a un troisième en préparation. Donc, nous sommes toujours avec Bernard Cotteret et avec Liliane Crotty pour parler de cette Marie Tudor dont le règne a si mauvaise réputation. C'est un règne qui n'a pas duré longtemps, Bernard Cotteret, mais qui a été marqué par un retour. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut retenir du règne de Marie Tudor, c'est un retour au catholicisme après la rupture qu'avait instauré son père Henri VIII. Il n'a pas duré longtemps, mais il a été expéditif. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de protestants qui ont été mis à mort. Le bûcher est resté célèbre, et en particulier parce que le protestantisme ultérieur a commémoré effectivement ces martyrs, ces SES et ces CES martyrs, et qui sont restés gravés dans la mémoire insulaire, grâce en particulier à une historiographie qui se développe dès la Réforme, et qui est celle de Fox, l'auteur du Livre des Martyrs, dont Madame Fernandez est la spécialiste. Je vous dis au Madame Fernandez, qui est notre invitée tout à l'heure, qui vient de sortir donc cette biographie sur Marie Tudor. Liliane Crotty, on peut dire que c'est une revanche ou une vengeance de la part de Marie? Elle était tellement meurtrie que c'était presque une chose normale pour elle d'essayer de réagir. C'est une réaction violente. Qu'est-ce qui l'avait le plus meurtri? À mon avis, mais je peux me tromper, je pense que dans son enfance, donc malheureuse, enfin sa jeunesse malheureuse, c'est quand, après la mort de sa mère, dont elle était très proche de sa mère, et c'est que son père l'a fait venir et l'a obligé par écrit à reconnaître son père comme chef de l'Église et à renoncer à tout lien avec la papauté. Donc rejeter la papauté et accepter, et par écrit, on l'a obligé à ça. Et donc ça a été, elle a été tellement meurtrie qu'elle a demandé à un représentant de la papauté, je me souviens plus qui, de dire au pape, de demander pardon, et que le pape lui pardonne cet acte qui pour elle était vraiment l'acte de renoncement total à sa propre personnalité. Elle a eu l'impression vraiment de ce que je pourrais dire en termes plus ou moins catholiques,
catholique un péché mortel. Enfin, Oui, c'est ça. pour elle, c'était l'horreur. Et je pense qu'il y a eu ça. Et une fois installée sur le trône, elle veut rétablir la religion catholique. Il ne faut pas oublier quand même, on parle de 300 bûchers à peu près pendant son règne. Il ne faut pas oublier qu'en Espagne, à la même époque, on est en pleine Inquisition, qu'en France, sous le règne d'Henri II, totalement à la même époque, on brûle aussi à tour de bras quand même. Donc ça n'est pas une spécialité anglaise. Non, les Anglais ne brûlent pas plus que les autres, pas mieux que les autres non plus, mais il est vrai qu'ils le font avec un certain plaisir et un certain enthousiasme autour de Marie, dite la sanglante à cause de cela. Ce qui est très extraordinaire, c'est que si elle réimpose le catholicisme, c'est ceci dit parce qu'elle est à la tête de l'Église. Et donc, cette position privilégiée lui permet en même temps de réintroduire le catholicisme. Il y a là au moins les éléments d'un paradoxe. Et pourquoi brûlait-on comme ça les hérétiques? C'était... Alors, en Angleterre, c'est venu à la suite des anabaptistes. C'était, je crois me souvenir que c'était à cause des anabaptistes que l'on a mis. Le bûcher n'existait pas chez eux. C'est les premières lois, ça a été pour les anabaptistes, on a décidé de les brûler. Belle innovation. Voilà, mais il n'y en avait pas avant. J'ai regardé. L'Angleterre a cette spécificité que l'on pend les sorciers et les sorcières, alors qu'on les brûle sur le continent et en Écosse, et que l'on se met à brûler massivement les hérétiques, entre guillemets, à partir du début du XVe siècle, avec cette fameuse loi d'Heretico Comburendo, qui explique que les hérétiques sont naturellement combustible, si vous me permettez cette petite formule. Et effectivement, on reprend cette législation du début du XVe siècle pour l'appliquer cette fois-ci non plus aux lollards comme au XVe siècle, mais aux protestants. Nous retiendrons Bernard Cotteret, la loi phallique et les hérétiques combustibles. Hein, ça fait, je note au fur et à mesure, évidemment, que vous parlez, bien entendu. Alors, il faut m'inviter plus souvent. Mais vous savez que vous avez table ouverte ici. On l'appelle Marie la sanglante. Est-ce que ce surnom est vraiment mérité, finalement, d'après vous? Je veux dire que sanglant, elle n'était pas la seule à l'être. Son père avait été fait lui aussi, très bien dans le genre. Mais je veux dire, c'est en un temps réduit. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est en quelques années uniquement. Alors je vais raconter, Liliane Crété, dans un instant, je vais raconter l'union, malheureuse du reste, entre Marie et Philippe d'Espagne, qui deviendra, pendant son règne du reste, qui deviendra le roi Philippe II d'Espagne. Sans doute que ces déboires conjugaux ont eu aussi un rôle, et sur son tempérament, et sur la dureté de son règne. Je pense que c'était déjà trop tard pour la changer. Et elle s'est mariée vraiment parce qu'il fallait donner un héritier. Et elle l'a avoué, elle avait un confident, que Dieu merci, il a laissé des traces, ce qui nous permet de regarder derrière. Et elle disait qu'elle était contre les relations sexuelles, mais que pour avoir un héritier, pour faire plaisir à Philippe, elle voulait absolument un Espagnol. Là aussi, le Parlement, toute l'Angleterre était contre ce mariage. Ils voulaient un prince anglais, mais pas du tout un Espagnol. Ils en méfiaient beaucoup. Et elle disait qu'elle était prête à tout pour lui faire plaisir. Voilà. Nous venons à tout ça dans un instant grâce au récit. Liliane Crété, je rappelle que vous êtes donc l'auteur des Tudors, qui est réédité en collection Chant-Histoire chez Flammarion. Et puis Bernard Cotteret, vous êtes aussi l'auteur, entre de nombreux ouvrages sur l'Angleterre de cette époque, d'un Thomas More qui vient de sortir dans la collection Biographie chez Talandier. Si vous voulez, vous viendrez nous en reparler. Ça fera l'occasion de quelques belles formules. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous deux. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck consacré aujourd'hui sur Europe 1 à l'union entre Marie Tudor et Philippe d'Espagne. Et oui, Philippe d'Espagne était le fils de Charles Quint et ce mariage tardif de la reine d'Angleterre avec l'infant d'Espagne, en vérité, n'avait aucune chance de réussir. En 1553, Philippe d'Espagne est un beau prince de 26 ans qui est veuf de Marie de Portugal et qui reste par ailleurs très épris d'une amie d'enfance. Sans aucun parallèle, ça fait penser à Charles, vous savez, qui traîne cet amour d'enfance. Oui, depuis un certain temps. Marie, quant à elle, a 37 ans. Il en a 26, elle en a 37. Les épreuves l'ont vieilli, vous l'avez compris, grâce à nos deux invités. Et sa réputation dans les cours d'Europe est celle d'une vieille fille desséchée. Il a donc fallu, pour rendre possible cette union entre Marie et Philippe, il a fallu toute l'influence du pape,
de Rome et tous les truchements de la haute politique. Il n'empêche, si Philippe épouse à regret la reine Marie, elle en revanche va tomber assez vite amoureuse de son mari. Lorsqu'elle était adolescente, elle s'était entichée d'un descendant des Plantagenets de Reginald Pole, qui depuis est devenu cardinal, mais on ne lui a connu sinon aucune affaire de cœur, et ça pendant les longues années de sa mise à l'écart. Le mariage a eu lieu en juillet 1554, et je laisse à la chère Juliette Benzoni le soin de nous raconter ce moment. La première entrevue, nous dit-elle, avait été fixée à 10h du soir, et la reine avait tout mis en œuvre pour se montrer à son avantage. La lumière douce des chandelles éclairait la salle du trône. Ces femmes l'avaient vêtue d'une robe blanche et argent ornée de perles, sa coiffure blanche ruisselait de diamants, et sur sa gorge découverte, une des rares choses demeurées belles en elle. C'est dur, mais c'est peut-être vrai. Sur cette gorge donc pendaient d'autres diamants fulgurants. On l'avait discrètement fardée, mais sa main tremblait sur le satin de sa robe quand Lord Norris introduisit le prince. Marie retint mal une exclamation admirative. Vêtu de satin blanc lui aussi, mais constellé de pierreries énormes, Philippe avait l'air d'une apparition. S'il y avait dans son costume trop riche une ostentation qui frisait un peu le ridicule pour l'Angleterre, elle ne s'en aperçut pas, car dès le premier regard, elle fut conquise, comme elle bénit à cet instant sa mère castillane qui lui avait donné la connaissance de l'espagnol, car le beau Philippe, lui, ne connaissait pas un mot d'anglais. Le lendemain, le cardinal de Winchester va bénir leur union, et puis il bénira aussi le lit nuptial avant de refermer les rideaux. Nous sommes maintenant coutumiers de ces mœurs royales et princières de la Renaissance. Et je cite encore Juliette Benzoni. Sans doute une extraordinaire, une éblouissante révélation, nous dit-elle, car cette fille austère, prude et réservée jusqu'à la sévérité se réveilla follement amoureuse de l'homme qui venait d'en faire une femme, et la frénésie amoureuse dont elle couvrit Philippe complaisant fit des gorges chaudes parmi les ambassadeurs. Il est vrai qu'à cette époque, évidemment, on s'amusait de cette espèce de revirement de la reine Marie. Quelques semaines après le mariage, la reine se déclare enceinte et du coup son jeune époux est tout heureux lui aussi. De son premier mariage, il a eu un fils, il faut dire, l'enfant Don Carlos, mais c'est un enfant malingre, souffreteux. Il place donc ses espoirs dans ce nouvel enfant à naître, double héritier possible de l'Espagne et de l'Angleterre. Il fallait bien ça pour calmer l'aigreur de la suite espagnole du jeune marié qui supporte, disons-le, très mal la vie à la cour d'Angleterre. Et on peut dire du reste que cette inimitié est réciproque. Comme nous le disait Liliane Crété, les Anglais accueillent très mal toute cette suite espagnole qui est arrivée avec le mari de leur nouvelle reine. Un jour, Philippe va jusqu'à laisser entendre qu'il pourrait reprendre la mer et rentrer en Espagne. Et Marie affolée appelle le pape à la rescousse. Et celui-ci ne trouve rien de mieux que de dépêcher en Angleterre mais le cardinal Pole, qui se trouvait à cette époque à Bruxelles, l'amour d'enfance de Marie. Vous imaginez les sentiments assez étranges qui ont dû être les siens. Elle est d'un côté amoureuse de son jeune époux et en même temps elle voit arriver ce béguin d'enfance qui est devenu cardinal et qui est là pour essayer de la rabibocher avec un mari avec lequel ça se passe de plus en plus mal. Le problème de la grossesse de Marie, c'est qu'elle dure sans qu'on puisse constater chez la reine l'évolution normale d'une mère enceinte. Arrive le 9e mois et puis le 10e, aucun enfant. Et puis 11 mois, et puis 12, et la reine est toujours aussi grosse. Apparemment, elle est toujours aussi certaine d'être enceinte. Je cite de nouveau Juliette Benzoni, un médecin irlandais, est le seul à avoir, dit-elle, le courage de lui dire la vérité. Il lui révèle qu'elle ne porte point d'enfant. Malheureusement, les apparences de grossesse sont dues en vérité à une assez sérieuse maladie. Les tours du palais s'écroulant sur elle n'eussent pas atterré Marie Tudor autant que ces quelques mots. Elle accepta d'être soignée, mais sans y porter autrement attention, parce qu'elle sentait obscurément que sa vie de femme s'arrêtait là. Atteinte vraisemblablement d'hydropisie ovarienne, elle retrouva néanmoins assez rapidement un contour plus normal, mais peu lui importait son tour de taille. Philippe, qui avait espéré cet enfant autant qu'elle-même, Philippe allait la quitter, l'assurant qu'il reviendrait bientôt. Marie avait faim de le croire, mais son cœur était mortellement atteint. Elle savait maintenant qu'il ne l'avait jamais aimé. Ne disait-on pas qu'il souhaitait sa mort, une mort qui lui permettrait d'épouser Élisabeth, en qui presque tous les Anglais voyaient maintenant la seule princesse capable de leur donner un héritier. Philippe, ces derniers temps, semblait se plaire auprès d'Élisabeth et Marie avait souffert d'une horrible jalousie. Issue donc de la série des Tudors.
Le 25 octobre 1555, Charles Quint, qui se trouve donc à Bruxelles au palais de Coudenberg, c'est le père de Philippe, abdique sa souveraineté sur les Pays-Bas en faveur de son fils, et quelques mois plus tard, le 16 janvier 56, il en fait autant avec la couronne d'Espagne. Ce qui veut dire que maintenant, l'époux de la reine Marie est devenu le roi Philippe II d'Espagne. Inutile de vous dire que ça ne va pas les rapprocher l'un de l'autre. Finalement, le roi Philippe reviendra bien en Angleterre auprès de sa vieille épouse toujours stérile, le temps d'un court séjour plein de dureté, d'amertume. Philippe, sans la moindre contrepartie, cela va sans dire, parviendra à lui arracher la rupture de la trêve avec la France. Piteuse union tout de même. Mariée trop tard et par le seul fait de la politique, Marie s'est révélée incapable de donner un enfant à celui qu'elle a aimé, incapable de le retenir en Angleterre, incapable de sauver la seule chose qui à ses yeux revêt une réelle importance, son mariage. Quand même, une autre chose avait de l'importance à ses yeux, c'était sa couronne. Et pourtant, c'est la guerre à nouveau. Pour Marie, tout va de mal en pis. Le 6 janvier 58, la nouvelle parvient de la prise de Calais par les Français. C'en est fini de la dernière possession anglaise sur le continent. La colère du peuple anglais se cristallise sur cette souveraine réputée sanguinaire et qui de plus en plus apparaît comme une Espagnole. Désormais, Marie ne sera plus qu'une malade en sursis. Du reste, elle attend la mort avec une pointe d'impatience. Tout le monde, à commencer par la reine elle-même, pensait qu'elle allait mourir de la maladie détectée quelques années plus tôt. Eh bien, en fait, c'est du typhus qu'elle est finalement atteinte lors d'une épidémie qui ravage l'Angleterre en cette année désastreuse de 1558. On apprend alors à la cour la mort du cardinal Pole, ce qui pour la reine sera son ultime chagrin en ce monde. Alitée, mourante, résignée à mourir, Marie fait porter les joyaux de la couronne déjà à sa sœur Élisabeth, la fille d'Anne Boleyn. Elle lui recommande officiellement son royaume, puis elle attend la délivrance qui surviendra le 17 novembre 1558. Et c'est donc Élisabeth, la reine vierge, qui monte à ce moment-là sur le trône. Elle y restera 45 ans et son règne à elle sera l'un des plus glorieux de l'histoire d'Angleterre. Dans un instant, en compagnie d'Isabelle Fernandez, nous revenons sur l'histoire de cette union, de ce règne malheureux, et nous essaierons d'en tirer un peu la philosophie. C'est important, la philosophie de l'histoire. Avec Isabelle Fernandez qui nous a rejoint ici sur Europe 1, elle est maître de conférence à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, spécialiste de civilisation britannique au XVIe siècle et auteur de Marie Tudor dans la collection Biographie Talendier. Et dans cette biographie, Isabelle Fernandez se demande ce qu'il reste aujourd'hui de Marie Tudor. Par l'image complexe qu'elle laisse, écrit-elle, elle semble être la digne héritière d'Henri VIII, monarque hybride, mi-ogre, mi-homme de cœur. Turiféraires et contenteurs déformèrent son portrait en usant d'une palette de couleurs qui allait de teintes fuligineuses au pur ivoire en passant par le rouge sang. Les historiens brossèrent un tableau fructuant au gré des époques. C'est ce tableau que nous allons essayer de rebrosser pour vous en compagnie d'Isabelle Fernandez. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous avez une bonne raison de vous intéresser à Marie Tudor, c'est que vous êtes la grande spécialiste, vous avez fait votre thèse sur Fox. Il faut dire qui était Fox. Alors John Fox était protestant. Et il était en Angleterre lorsque le règne de Marie Tudor a commencé. Il est resté quelque temps. Puis, sentant la menace se rapprocher, il a décidé de partir en exil sur le continent. Il avait déjà commencé à s'intéresser aux martyrs mis à mort pour leur foi. Il avait commencé un martyrologe durant le règne d'Édouard VI. Donc, il relatait le parcours et le martyr d'individus mis à mort depuis le début de la chrétienté. Depuis le début de l'Église primitive, Et lorsque Marie a commencé à mettre à mort ses co-religionnaires, qui étaient aussi des amis, des connaissances, il a eu des matériaux nouveaux à ajouter à son martyrologe. Donc il y a eu 2 versions latines. La première version en anglais a été publiée durant le règne d'Élisabeth en 1563. Et à partir de la publication de ce martyrologe, la légende noire de Marie a commencé. Alors vous dites légende noire, mais tout de même, cette légende, elle s'appuie sur des faits qui, eux, sont incontestables pour ce qui est de la poursuite des protestants et de leurs martyrs. Bien sûr, mais comme vous le soulignez en première partie, les Anglais et Marie Tudor n'avaient pas le monopole de la persécution. Alors effectivement, peut-être que le terme légende est un peu fort, puisqu'effectivement, il y a des faits sur lesquels s'appuie ce sobriquet de Marie la sanglante. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup d'exagération, puisque
les protestants vont tirer profit en commémorant naturellement à la mort de leurs coreligionnaires, vont tirer profit de ces persécutions pour renforcer l'identité protestante et pour ancrer le protestantisme davantage en Angleterre, mais ce faisant en agonisant et en jetant le discrédit sur la mémoire de Marie Tudor. Donc il y a quand même une exagération, une déformation de Marie, de l'image qu'on a de Marie. Vous nous dites que certains historiens sont allés jusqu'à penser, je vous cite, que la plus grande erreur de Marie fut de mourir trop tôt, sans avoir eu le temps de déployer sa contre-réforme. En quelque sorte, si elle avait eu le temps d'aller au bout de son action, l'image qu'on a conservée de son règne serait différente ? On peut se poser la question. Certains historiens estiment à l'heure actuelle que le programme, la réintroduction du catholicisme en Angleterre, donc la contre-réforme, s'est faite, comme le disait Bernard Cotteret dans la première partie, s'est faite de façon assez expéditive, mais aussi de façon assez efficace, puisque en 5 ans, elle va pouvoir détricoter ce qu'Édouard avait fait. Donc elle va réinstaurer un catholicisme romain, puisque la papauté va être à nouveau à la tête de l'Église en Angleterre. Donc en 5 ans, la contre-réforme va se faire, va s'implanter de façon assez efficace, puisque les Anglais étaient majoritairement catholiques encore à l'époque. Et on pense que si elle avait vécu davantage avec Réginald Pole, qui est mort le même jour qu'elle... Ce cardinal qu'elle avait donc aimé bien avant qu'il ne fût cardinal. Non, vous n'êtes pas certaine de ça ? Non, je n'en suis pas certaine, mais bon. Donc le cardinal Pole, qui est mort donc le même jour qu'elle en novembre 1558. Donc s'ils n'étaient pas morts tous les deux, on peut penser que l'Angleterre aurait adopté le catholicisme peut-être de façon différente. Mais bon, ça c'est une question qui mérite d'être posée, mais à laquelle nous n'aurons jamais de réponse, puisque c'est Élisabeth qui lui a succédé et que c'est le protestantisme qui s'est ancré à partir de 1558, enfin un peu plus tard, de façon beaucoup plus pertinente. Vous imaginez vous pensez que cet amour de jeunesse qu'on prête, en tout cas c'est simplement une inclination qu'on prête à Marie pour Paul, et le fait de ses contenteurs justement, de tous ceux qui ont voulu... Marie a été très proche de Paul durant son règne, ça c'est vrai, elle s'est appuyée sur lui, c'était un de ses conseillers. Avant son règne, Paul était en Italie, puisqu'il avait dû s'exiler durant le règne d'Henri VIII à cause d'un ouvrage qu'il avait écrit et qui avait jeté le discrédit sur le roi d'Angleterre, ce qui fait qu'elle avait passé énormément de temps loin de lui. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'elle était extrêmeux proche de la mère de Paul, Margaret Pole, qu'elle considérait comme sa seconde mère et qui a été exécutée par Henri VIII comme de nombreux individus à l'époque. Donc proche de la mère de Paul, oui, proche de Paul avant son mariage avec cette inclination dont vous parliez, je ne sais pas, proche après son accession. Alors là, oui, c'est certain. Voilà, ça c'est certain. Alors nous allons venir dans un instant à toute la dimension politique de tout ça. Et on va voir justement si derrière le combat religieux de Marie ne se cachait pas un combat politique. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous étions en train de parler avec Isabelle Fernandez de la physionomie de Marie Tudor, que je trouve moi un peu fermée et sévère. Alors c'est vrai qu'il faut tenir compte des critères esthétiques du temps et de la patte des peintres de la cour d'Angleterre. Mais enfin tout de même, elle est assez dure et je ne pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle, même s'il est hardi, j'en conviens, avec la situation de Madame Royale, beaucoup plus tard en France, cette jeune princesse qui elle aussi a subi des choses très dures et qui va être très dure comme ça, dont toute la fin de la vie est celle d'une femme très raide en quelque sorte. Bon, on a un peu l'impression qu'il y a ça quand même chez Marie Tudor. Alors, disons tout de suite, avant de venir aux aspects politiques, Isabelle Fernandez, parce que je voudrais surtout pas qu'on ne le dise pas par manque de temps. Disons tout de suite qu'on lui doit quand même que l'Angleterre lui a dû un certain nombre de bonnes réformes dans le domaine de la marine, par exemple. Oui, programme de réforme lancé par Philippe, qui estimait que l'Angleterre n'avait pas suffisamment de navires. Donc ça, c'est une réforme qui va profiter à Élisabeth en 1588, lors de l'Armada espagnole. Donc il y a cette réforme-là, tout d'abord. Finalement, c'est la successeur qui bénéficiera des choses. Mais à de multiples égards. Et on lui doit également, Élisabeth lui doit également d'avoir fait voter une loi
loi stipulant que la monarchie au féminin est tout à fait équivalente à la monarchie au masculin, parce que même s'il n'y avait pas de loi salique en Angleterre, il n'y avait pas de précédent de pouvoir, de monarchie de femmes au pouvoir, et Marie Tudor a fait voter cette loi pour rappeler que le pouvoir était asexué. Exactement, mais ce qu'on lui a peut-être reproché finalement, c'est d'avoir été en Angleterre la première reine. Ça c'était dur finalement. Tout à fait, d'avoir été la première reine, et la différence avec Élisabeth, c'est que d'avoir été reine et d'avoir voulu être femme en même temps, puisque il lui fallait absolument un héritier, il lui a fallu donc trouver un parti espagnol comme vous l'avez souligné, et le fait de vouloir désespérément un héritier comme son père, somme toute, mais en étant femme, cela a concentré l'attention de tous sur son ventre qui demeurait vide, et forcément la conjonction de la féminité et de la royauté n'a pas pu fonctionner. Élisabeth en a tiré certainement les enseignements en demeurant célibataire et en créant ce mythe de la reine vierge qui va pouvoir totalement épouser la symbolique régalienne et se dépouiller de s'asexuer en retour. Oui, finalement, Élisabeth a bénéficié de toutes les erreurs, ou en tout cas de toutes les réformes peut-être un peu dures, un peu trop volontaristes qu'avait assumé sa devancière. Ce qu'on reproche peut-être aussi à la reine Marie, c'est d'avoir épousé un prince espagnol et d'avoir fait rentrer la papauté dans la religion d'Angleterre. Oui, tout à fait. Si je pense que le souci n'est pas la réintroduction du catholicisme en soi, mais c'est la réintroduction de l'autorité du pape sur l'Église d'Angleterre. Si elle avait conservé la suprématie royale qu'elle a eue pendant un peu plus d'un an, si elle avait conservé la suprématie royale sur l'Église d'Angleterre, même avec des bûchers, on peut se poser la question, le catholicisme aurait-il eu meilleure presse une fois la reine disparue? Alors, ce qui est magnifique dans votre biographie, c'est qu'on se prend peu à peu à aimer cette femme, ce qui est quand même, c'est un des, disons-le clairement, Marie Tudor est un des repoussoirs de l'histoire. Évidemment, Victor Hugo, etc. n'ont pas fait du bien. Ils ont encore noirci le tableau, qui déjà avait été présenté de façon très sévère par les protestants, vous nous l'avez dit, dès le vivant même de la reine. Mais vous nous la montrez sous un jour objectivement plus nuancé. On finit par comprendre d'abord qu'elle est une femme de caractère, et qu'elle est un peu seule contre tous. C'est l'impression qu'on a, en tout cas. Une femme seule contre tous, et qui a du caractère, effectivement. C'est une rebelle, je trouve, puisqu'elle s'est élevée contre son père, elle s'est élevée contre son frère. Elle va s'élever contre son époux également, puisqu'elle est soumise dans une certaine mesure, puisqu'il va y avoir un bras de fer qui va se faire entre deux. Lui va partir après 2 brefs séjours, il va quitter l'Angleterre. Elle comprend très vite qu'il ne l'aime pas. Il va lui dire, moi je reviens si tu me donnes la couronne. Et elle va lui dire, il en est hors de question. Donc soumise, mais pas trop quand même. Donc c'est vraiment un personnage hors du commun, je trouve, qui a dû essuyer de nombreuses difficultés, et qui a fait, en fonction de son temps, de ses convictions et du sens de la mission qu'elle avait en étant reine. Et un côté rebelle chez le personnage. Oui, un côté rebelle, je trouve, et qui a vraiment mal vécu cette capitulation de 1536, où elle a dû reconnaître que le pape était un usurpateur et que c'était son père qui était le chef suprême de l'Église. C'est ce que disait tout à l'heure Liliane Crété. Pour elle, ça a été un acte quasi contre nature. Elle ne pouvait pas faire ça, en fait. Donc, on lui a imposé. Et finalement, on se dit, après tout ça, que la vraie violence, elle est peut-être au moins autant dans le camp de son père, Henri VIII, que dans le sien. Oui, la question que je pose dans l'ouvrage, c'est avec un autre exemple du pouvoir. Si son père lui avait montré un autre exemple du pouvoir et non pas un pouvoir par la force, est-ce que Marie Tudor aurait pu tolérer la divergence ou la dissidence avec une autre attitude? Merci beaucoup Isabelle Fernandez. Marie Tudor, c'est donc une biographie chez Talandier. Et puis je rappelle aussi de Bernard Cotterêts, La royauté au féminin, Élisabeth Ier d'Angleterre. Quand vous avez fini avec Marie Tudor, vous entamez Élisabeth, et comme ça vous payez une grande tranche de l'histoire d'Angleterre qui a énormément à nous apprendre. On essaie d'ailleurs d'en faire. Vous avez remarqué que depuis la rentrée, Exactement. Ça fait notre 3e émission sur l'Angleterre. Donc merci à vous tous de nous avoir fait profiter de vos lumières. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec les experts européens, nous allons parler peut-être un peu de vous, Franck. Nous allons parler des chouchous, des chouchous de famille, des chouchous de la classe. Je suis sûre que vous avez été chouchou à un moment donné. Un peu trop peut-être, c'est vrai. Eh bien, est-ce un bon rôle ou un mauvais rôle? On attend vos témoignages et vos questions au 39 21, c'est 34 centimes d'euros la minute, ou sur europe1.fr. L'essentiel, c'est que nous restions les chouchous des auditeurs, voilà. n'est-ce pas? Comme c'est bien dit, Franck. Demain, Julien. Je vous embrasse à demain sur Europe 1. Je vous embrasse à demain sur Europe 1. Je vous embrasse à demain sur Europe 1. Je vous embrasse à demain
demain sur Europe 1. Je vous embrasse, à 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 demain.